L'une des choses que l'on dit aux enfants, c'est qu'il ne faut pas tricher et qu'il ne faut pas mentir. Ce n'est pas joli de mentir. Mais ça, c'est en temps normal, en temps de paix. Dans le monde incertain des guerres civiles, on a tout intérêt à la feinte et à la dissimulation si on veut éviter de finir comme ça. Jérémy Foix est historien, auteur de Survivre. Dans son livre, il décrit ce que ça fait dans sa chair, dans sa langue, de vivre dans l'angoisse des guerres de religion au XVIe siècle. Bien sûr qu'il est protestant. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il montre que si ces conflits se sont traduits par des niveaux inédits de violence, ils ont aussi, paradoxalement, été des moments de grande maîtrise de soi où l'on a appris à manier le secret, le mensonge et la ruse. Et en ce sens, ils ont joué leur note dans la longue genèse de l'individu moderne. Comment survivait-on aux guerres de religion ? En quoi ces troubles ont-ils durablement façonné les comportements ? Les guerres civiles nous ont-elles civilisés ? Cet épisode a été tourné en public à la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival Et maintenant. De 1562 à 1598, 8 guerres civiles se succèdent en France, des conflits entre catholiques et protestants qui sont entrecoupés de tentatives de trêve. L'épisode le plus célèbre et le plus sanglant est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. 10 000 protestants sont tués dans tout le royaume. On assiste à des niveaux de violence sans précédent pendant ces guerres. Vous dites même que le mot massacre lui-même commence à être employé dans ce sens-là ? Le mot massacre, il existait, mais le concept massacre tel que nous l'entendons n'existait pas. C'était, jusqu'à présent, ça appartenait au vocabulaire de la boucherie. Et puis à partir des années 1540, et puis surtout avec les massacres des guerres de religion, on va employer ce terme massacre pour désigner une grande asymétrie de violence, c'est-à-dire l'inverse d'une guerre juste, une guerre par laquelle des soldats armés s'en prennent à des femmes, à des enfants et à des civils désarmés. Et c'est surtout cette asymétrie qui va conceptualiser ce mot de massacre tel que nous l'entendons. On considère généralement que ces guerres se terminent en 1598 avec la promulgation de l'édit de Nantes par le roi Henri IV, qui accorde la liberté de conscience et de culte à la minorité protestante. Mais ce qui intéresse surtout Jérémy Foix dans ce livre, c'est de restituer l'atmosphère de cette période, de raconter l'angoisse propre à une situation de guerre civile où rien ne permet de distinguer au premier abord l'ami de l'ennemi et où la mort guette au cœur de la ville, y compris dans sa propre maison. Vous commencez le livre avec ce passage des essais de Montaigne, qui était catholique et qui écrivait ses essais en plein milieu des guerres de religion. Je cite « Je me suis couché 1000 fois chez moi, imaginant qu'on me trahit roi et assomme roi cette nuit-là. » Je me rends compte que je ne sais pas comment on prononce l'ancien français. J'ai l'impression d'être dans Les Visiteurs. Mais, donc bon, c'est un catholique, mais il a quand même peur de se faire massacrer. Oui, c'est une phrase que j'ai utilisée pour commencer le livre parce que ça me paraît vraiment symptomatique de l'angoisse des guerres civiles. Dans une guerre traditionnelle, il y a une distinction entre le front et l'arrière. Et en général, on peut mourir sur le front, mais quand on est à l'arrière, c'est un lieu plus ou moins sauf. Ce qui caractérise les guerres civiles, c'est qu'il n'y a pas cette distinction et qu'on peut être assassiné n'importe où, n'importe quand. Sur une place publique, dans la rue, la nuit. Et cette phrase de Montaigne, elle me semble révélatrice de cette angoisse, de la trahison domestique. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile ? C'est le fait que dans sa propre maison, on peut avoir des ennemis. Ça peut être sa femme, ça peut être son fils, ça peut être son voisin, qui est d'une religion différente et qui va profiter de cette complicité domestique pour soit vous trahir, soit, pire encore, vous assassiner. Dans votre livre, vous commentez aussi quelques gravures. On en a prise une qu'on peut regarder ensemble, une gravure de 1594. Ça, par exemple, où est-ce que ça aurait été diffusé, où est-ce que ça aurait été visible, et qu'est-ce que ça raconte de cette ambiance anxiogène ? Cette gravure, elle me semble parler très clairement de ce que c'est qu'une guerre civile. On est à l'inverse d'une interaction ordinaire. Une interaction ordinaire, c'est un passant qui passe, qui salue brièvement ou non le passant qui arrive en face, et c'est tout. Là, c'est l'inverse. Il y a quelqu'un à gauche qu'on appelle le manant, qui désire passer, et il est arrêté. Il est arrêté par le maeutre. Donc, lui, c'est un royaliste, on le voit à droite, et le maeutre lui crie « Qui vive ?» Qui vive, c'est-à-dire « Pour qui es-tu ? Est-ce que tu es pour le roi
ou est-ce que tu es pour la Ligue? Est-ce que tu es protestant ou est-ce que tu es catholique? Donc pour moi, cette gravure, elle dit tout de ce que c'est qu'une guerre civile, c'est-à-dire l'exigence d'expliciter ses identités politico-religieuses. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux ici? On a la mort de cette figure, qui est la figure du passant. On ne peut pas passer. Pour moi, cette gravure, c'est le cœur de ça. On est dans une ville qui est fragmentée en checkpoint, avec des gens qui vous arrêtent et qui vous disent qui vivent, qui va là. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. La bonne réponse, c'est vive le roi. Parce que le cavalier a une écharpe blanche, donc on attend du manant qu'il crie vive le roi. On est dans des mondes où très rapidement, survivre, c'est apprendre à voir dans l'espace des indices, des insignes, des uniformes, des postures, des façons de parler qui vont vous mettre sur la piste de la bonne réponse. Ce que j'aime bien aussi dans le fait de mettre l'accent sur d'hypervigilance, c'est cette idée juste que vous avez dit que c'est à l'opposé du fonctionnement normal. Donc d'un coup, on se demande ce que c'est que le fonctionnement social normal. Et pour ça, vous faites référence aux travaux d'Erving Goffman. Ouais, c'est vrai que Goffman a beaucoup de passages dans son travail. Donc ça, c'est l'école de Chicago. Ça se passe dans le monde contemporain, dans l'Amérique du Nord au XXe siècle. Et Goffman étudie beaucoup les interactions ordinaires. Comment on fait pour avoir l'air normal dans une grande ville en paix. Voilà. Ça m'intéresse. Ouais. Donc bon, il imagine deux passants qui se croisent, et la façon normale de croiser un passant, c'est de lever les yeux brièvement pour montrer qu'on l'a entreaperçu, puis baisser les yeux et passer son chemin. Voilà. Si on scrute trop longtemps le passant, c'est menaçant, ça va pas. C'est pas une bonne posture. Si on regarde pas du tout, qu'on baisse trop les yeux, ça va pas non plus. Donc il y a toute une posture qu'on apprend quand on est un citadin depuis qu'on est tout petit pour se comporter normalement. Alors ça, c'est la façon de se comporter en ville, de survivre en ville, dans une ville en paix. Moi, ce qui m'a intéressé à partir de ce modèle, qui est un modèle théorique, c'est voir comment ça se passe dans une guerre civile. Et bien, dans une guerre civile, si vous ne vous arrêtez pas, ça va pas. Vous mourrez. Donc, on est vraiment dans une situation inverse. Dans une guerre civile, si vous ne scrutez pas, vous ne survivez pas. Dans son livre, Jérémie Foa a cette formule. Ce qui est perdu dans les sociétés en guerre civile, c'est le droit à l'indifférence. On doit sans cesse à la fois se préoccuper de l'image que l'on renvoie et déchiffrer l'apparence des autres. Et ce qui est fascinant dans sa démarche, c'est qu'il montre comment ces troubles du XVIe siècle ont eu des effets très profonds qui se font sentir encore aujourd'hui dans notre société moderne. Par exemple, le fait qu'on passe son temps à s'interroger sur l'identité des gens que l'on croise, ça va susciter une soif de garantie, de papier officiel. Oui, là, effectivement, ça va contribuer à modifier les techniques d'identification des personnes. Pour lire vraiment très vite, sous l'Ancien Régime, les techniques d'identification des personnes, c'est ce qu'elles disent d'elles-mêmes. Je suis un moine, je suis un protestant, je suis Jérémie Foa. C'est-à-dire, c'est de l'auto-identification. Sauf que là, on est dans un monde où les gens se déguisent, ne sont jamais qui ils prétendent être. Ce qui fait qu'on va voir naître, alors c'est pas linéaire, mais on va voir naître de plus en plus au temps des guerres de religion, des techniques d'identification par le papier. C'est-à-dire, qui êtes-vous ? Je suis Jérémie Foa, ça va pas suffire, et il va falloir donner un petit bout de papier qui va être certifié, soit par le curé, soit par les consuls. Donc on voit des stratégies qui, de plus en plus, certifient les identités de manière extérieure. Ça, c'est un long fil qui va conduire jusqu'au 19e siècle et la révolution véritablement administrative des papiers. Il me semble que là, on a une première étape qui n'est pas droite et qui n'est pas linéaire jusqu'à la modernité, mais il y a quelque chose qui se joue ici. Ouais. Dans la guerre civile, on est constamment en train de douter de ce que l'on perçoit. Et ce trouble, il transparaît aussi dans le langage. On ne fait plus confiance aux mots pour bien désigner les choses. Il y a aussi certaines figures de style qui sont très employées, dont une que je n'avais jamais apprise à l'école, la paradiastole. Par exemple, ce que vous appelez religion, je le nomme hérésie. Oui, alors, la paradiastole, c'est la figure rhétorique la plus employée en temps de guerre civile. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire énormément bouger le langage. Les uns et les autres, protestants et catholiques, se reprochent de ne pas faire un bon usage du sens des mots. Exemple typique, donc, ce que vous appelez religion, je l'appelle hérésie. Ce que vous appelez édit de paix, je l'appelle incitation à la guerre.
Ce que Deux vous mots pour une chose. Exactement. Ce que vous appelez Église, je l'appelle un bordel. Ce que vous appelez le pape, je l'appelle l'antéchrist. Ce qui fait qu'à la fin, la langue elle-même va contribuer à créer de la guerre, à créer du conflit. C'est-à-dire que des mots sur lesquels on était à peu près d'accord jusqu'à présent, hein, une église, ça veut dire ça. Le pape, ça veut dire ça. La religion, ça veut dire ça. Et bien à la fin, au bout de 40 ans de troubles, on ne sait plus exactement à quoi les mots se réfèrent. Et c'est pour ça que le philosophe Hobbes, qui a pensé la souveraineté, il est très fâché contre la paradiastole. Ouais. Hobbes a des diatribes entières où il fait de la paradiastole sa bête noire, parce que pour lui, c'est vraiment la figure littéraire de la guerre civile. C'est ce monde où on utilise des mots qui ne veulent pas vraiment dire ce qu'ils sont censés vouloir dire. Et lui, il dit qu'un mot doit vouloir dire une chose. Et donc, il faut un État souverain fort pour trancher, un léviathan, pour faire l'arbitre. Il faut un léviathan pour arbitrer le sens des mots. Une des traductions très concrètes de cette exigence d'institution, hein, puisque c'est ça que réclame Hobbes, c'est de l'institution. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? C'est un pouvoir qui dit que ce qui est. Voilà, c'est une tautologie, mais que business is business. L'Église, c'est l'Église. Le pape, c'est le pape. Et comment ça se traduit très concrètement ? Ça arrive très rapidement en France au XVIIe siècle, c'est le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire ? Qu'est-ce que c'est que le dictionnaire de l'Académie qui va être créé au début du XVIIe siècle ? Eh bien, un dictionnaire, c'est une institution littéraire qui dit que une église, ça veut dire ça. La religion, ça veut dire ça, et qu'on ne peut pas employer les mots n'importe comment. Le dictionnaire, eh bien, ça sert aussi à faire la paix. Donc, on voit bien comment la guerre modifie le langage, fait évoluer le langage très rapidement. Il y a autre chose sur le langage, c'est comment il peut faciliter les massacres. Donc ça se fait de plusieurs manières. Déjà, c'est par le langage qu'on va désigner son ennemi, on va dire papiste, huguenot. Et c'est aussi par le langage qu'on va décrire ce qu'on va leur faire. Et là, ce que vous montrez bien, c'est qu'on ne va pas en parler de manière frontale. Vous dites qu'il y a une euphémisation des mots du massacre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, ça m'a beaucoup frappé aussi parce que ça fait écho à beaucoup de techniques de mise à mort contemporaines. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, à Rouen, en 1572, au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, on a des témoins qui disent que les tueurs, au lieu d'employer le mot « massacré », qui est compris par tout le monde, protestants comme catholiques, victimes comme bourreaux, ils vont utiliser le mot « dépêcher » ou « accommoder ». Et vous voyez, quand on parlait de code tout à l'heure, un code, c'est un mot qui est compris par l'ami et incompris par l'ennemi. Eh bien, quand on est dans une situation où la victime comprend très bien le langage que vous employez, si vous dites « massacre-le, celui-là », bien la victime le comprend, risque de paniquer. En termes d'efficacité, c'est tragique, mais voilà, les tueurs recherchent l'efficacité. C'est pas efficace. La victime va se débattre, va avoir peur, va fuir. Si vous dites « accommoder », si vous dites « dépêcher », il y a cet instant d'incompréhension où la victime peut imaginer qu'on ne va pas la mettre à mort, on va juste la rouer de coups, enfin juste, ou l'emprisonner. Et vous voyez ici encore que, eh bien, dans ces stratégies d'euphémisation des mots de la violence, la langue évolue. Le mot « accommoder » au début du XVIe siècle, ça ne veut pas du tout dire tuer. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que il y a des échos avec des constats, par exemple, sur la langue des nazis, de Klemperer, un linguiste qui a étudié la langue nazie. L'euphémisme, parmi les euphémismes les plus tragiques et épouvantables, c'est solution finale. La volonté d'édulcorer les mots de la violence est donc source d'une grande inventivité linguistique. La langue évolue beaucoup plus rapidement que dans une situation de paix. Et Jérémie Foa se penche aussi sur une autre opération sémantique qui a aussi a priori facilité les massacres, c'est l'animalisation des ennemis. Par exemple, quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on compare les protestants à des singes. Oui, alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un exemple assez intéressant. Ça se passe à Lyon. C'est un théologien catholique qui s'appelle Gabriel de Saconnet qui va construire
étymologie complètement fantaisiste, en prétendant que huguenot, c'est la façon dont on appelle les protestants au XVIe siècle, huguenot vient en réalité du mot guenon. Donc les protestants, et vous les avez sous les yeux, sont des singes. Ce sont les singes de l'Église, ce sont des imitateurs, ce sont des animaux. Et ici encore, ça a des échos troublants avec des phénomènes de mise à mort du monde contemporain, dont le cas du génocide des Tutsis du Rwanda, par exemple, l'utilisation du terme cafard pour désigner l'ennemi. On sait très bien que la bestialisation, la déshumanisation de l'ennemi, c'est l'antichambre de nombre de génocides et de nombre de massacres. Il se trouve que, au temps des guerres de religion, les comparaisons sont extrêmement fréquentes, surtout dans la bouche des curés, dans la bouche des théologiens catholiques. Les chiens, les protestants sont des chiens, les protestants sont des vipères, les protestants sont des animaux. La question que je me suis posée, c'est est-ce que véritablement ça marche ? C'est-à-dire, on comprend le processus par lequel il est plus facile de tuer un cafard que de tuer un être humain. Ceci étant, je trouve que si les tueurs étaient véritablement persuadés que les protestants étaient des animaux, pas besoin d'euphémiser la langue de la mise à mort des animaux, surtout pas au XVIe siècle. Donc, moi, mon hypothèse, c'est que les tueurs, dans la plupart des cas catholiques, ont tué tout en ayant une conscience très claire que leurs victimes étaient des êtres humains. Et ce qui le prouve, en tout cas selon moi, c'est qu'on a de très nombreuses scènes de dialogue entre le tueur et sa victime à venir. Des gens qui parlent. Ne me tue pas, tu me reconnais bien, je suis ton voisin, je suis ton fils, je suis ton frère. Oh non, tu es un vilain hérétique. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'une scène de dialogue ? On ne dialogue pas avec un chien, on ne dialogue pas avec un singe. Pour moi, parmi d'autres indices, le dialogue prouve que les tueurs ont tué en conscience qu'ils tuaient des êtres humains. Et vous dites aussi, c'est pour ça que souvent les tueurs défigurent leurs victimes. Oui, alors ça, c'est Denis Crouzet qui l'a bien étudié. Dans les grammaires des violences de ces massacres religieux, on est frappé par la fréquence des atteintes au visage. Il y a ce qu'on appelle un bon français, un overkilling. Voilà, on va aller au-delà de la mise à mort pour dire quelque chose sur le visage des victimes et sans doute dire quelque chose de la souffrance paradoxale du tueur. La souffrance paradoxale du tueur, c'était que les protestants nous ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ils sont invisibles, ils sont indétectables. Et à quoi ça sert le massacre ? À quoi ça sert de défigurer quelqu'un ? Ça sert à faire advenir enfin quelque chose de visible. On a toujours su qu'ils étaient monstrueux. On a toujours su que c'était des bêtes, que c'était des êtres diaboliques. Eh bien, en les défigurant, en leur arrachant les yeux, en leur arrachant la langue, en leur coupant le nez, on les fait enfin ressembler à des diables. C'est-à-dire que le massacre, c'est une façon de faire advenir sur le visage de l'autre ce qu'il a toujours été, mais qu'on ne voyait pas parce qu'il se déguisait. On pourrait dire on ne déshumanise pas pour pouvoir massacrer, mais on massacre pour Exactement. déshumaniser. D'accord. On a commencé à avoir quelques exemples sur la manière dont cette extrême violence a profondément façonné la société française. On a évoqué l'appétit pour les documents d'identité officiels et le besoin de dépolitiser la langue dans les dictionnaires. Mais on peut parler aussi d'autres conséquences de long terme. Jérémy Foy explique notamment que les guerres de religion ont démontré la nécessité de délimiter l'espace du religieux et qu'elles ont donc contribué à la naissance de la notion d'espace privé, qui est une caractéristique importante de la modernité. Dans une situation de coexistence religieuse où on est obligé de vivre avec l'ennemi religieux, ou en tout cas l'autre religion, une façon de gérer spatialement ce problème, c'est de cantonner les minorités, en l'occurrence c'est la minorité protestante, de cantonner la minorité à l'espace privé. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre du protestantisme ? Le protestantisme est légalisé, on peut pas, c'est à peu près irréversible, enfin en tout cas jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Mais une façon de le rendre supportable, cette légalisation du protestantisme, c'est de contraindre les protestants à prier chez eux, à rester chez eux et à faire en sorte que surtout on ne les voit pas, donc que les fenêtres soient opacifiées, surtout qu'on ne les entende pas.
parce que tout ça, à chaque fois qu'on entend des protestants prier à leur mode, ça va créer des conflits. Donc tous ces conflits qui naissent du fait que on entend les protestants prier chez eux, on voit les protestants prier chez eux, ça va pousser les protestants à densifier, à épaissir la frontière entre leur maison et la rue. La rue, c'est le public. Et dans cet espace public, la religion, plutôt la religion minoritaire, ne doit pas être visible ni audible. Si elle veut exister, elle existe en privé. Donc vous voyez ici, on a un premier fil qui va conduire à une répartition des espaces, le religieux, alors d'abord le religieux minoritaire, dans l'espace privé. Les guerres de religion contribuent donc à renforcer la distinction public-privé. L'espace privé étant le lieu de l'expression sincère de la foi, tandis que la sphère publique est une zone de prudence où on va faire attention à ce qu'on dit, à l'image que l'on dégage et où on pourra, si besoin, mentir. Et c'est ce qui permet à Jérémy Foa de dire que, paradoxalement, malgré l'ampleur des violences, ces guerres de religion ont participé à ce que le sociologue allemand Norbert Elias appelle le processus de civilisation des mœurs en Europe à l'époque moderne. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, et c'est une de ses conclusions, c'est que ceux qui s'en sortent, ceux qui survivent, disons, ce sont pas toujours les plus forts, ce sont pas toujours des bêtes de violence, ce sont très souvent les plus rusés, les plus habiles, les meilleurs menteurs. Et que finalement, ce qu'on demande à ces personnes, en tout cas ce à quoi ils se confrontent, c'est parfois des épreuves de force, bien sûr. Mais très souvent, c'est des épreuves de réflexivité, c'est des épreuves de ruse. Voilà, il faut savoir bien mentir, il faut savoir mentir sans pâlir, sans blêmir, sans trembler. Donc apprendre à maîtriser son corps. Vous voyez ici le fossé que je suis en train d'essayer de poser entre l'image qu'on peut avoir du guerrier, en tout cas du contemporain des guerres de religion, qui est un homme assoiffé de sang, sanguin, qui s'exprime par la violence. Et cette figure, elle existe, bien évidemment. Mais j'essaie de placer la lumière sur une autre figure qui peut-être a été moins vue, qui est la figure du rusé, du dissimulateur, du menteur, qui, pour s'en sortir dans ce monde, eh bien, doit apprendre à se déguiser, doit apprendre à ne pas bégayer, doit apprendre à bien mentir, à se procurer des faux papiers et à être fourbe. Voilà. Il me semble que là, c'est une figure qui, elle aussi, amène, jamais de manière directe, mais vers une certaine modernité de l'individu. Voilà. Un individu hypocrite. Oui, non, ouais, tout à fait. Il y a une formulation assez intéressante d'un philosophe qui s'appelle Jon Elster, qui parle de la force civilisatrice de l'hypocrisie. Et je trouve que c'est une formule qui est magnifique, qui dit que être hypocrite, ça pousse à la civilisation des personnes, puisque même si on est hypocrite, eh bien, on doit au moins donner le change en public. Être hypocrite, c'est une façon de reconnaître que l'autre existe et que ses désirs sont en partie légitimes. Pour enchaîner sur les super punchlines de chercheurs, il y en a une autre que j'aime beaucoup, que j'avais notée, de Zimmel, sur le secret, l'une des plus grandes conquêtes de l'humanité. Je trouve que les guerres de religion, ça illustre bien ça. Il me semble que là, qu'est-ce qu'on conquiert à ce moment-là ? Eh bien, on conquiert cette certitude que ce qui nous a sauvés, c'est le secret. Ce qui a sauvé les personnes, c'est la capacité à ne pas tout dévoiler, à ne pas être transparente, à avoir quelque chose au fond de soi qui est invisible. Et ça, c'est une conscience que vraiment, quoi qu'il se passe, les autres ne voient pas ce que vous pensez. Il y a un soi. Il y a un soi, exactement. Inaccessible. Voilà. Et ceci, donc, ça lie cette expérience à la naissance de l'individu moderne aussi. Voilà. On a quelque chose en soi qui est que à nous. Et qu'on peut choisir de montrer ou de cacher. Ouais. S'ouvrir ou se fermer, ça. Comme une huître. Comme une huître, voilà. C'est l'image qui clôture le livre, c'est que l'homme est une huître pour l'homme. Timing parfait, on a notre quart d'heure de questions. Je me dis, un historien, il est contemporain, il se pose des questions depuis aujourd'hui. Et je me suis demandé si la situation d'aujourd'hui avait influencé vos questions. Pour moi, l'histoire ne s'écrit qu'au présent. Et le XVIe siècle, pour moi, n'est intéressant que parce que il nous permet de réfléchir à des défis de société qui sont les nôtres.
Je vous dis juste un exemple, mais il y en a beaucoup. Ce livre, je l'écris depuis très longtemps. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'écris, Survivre. Le point de départ de cette réflexion, c'est le Bataclan. C'est le traumatisme du Bataclan pour nous tous. Et qu'est-ce que c'est le Bataclan ? C'est quand même la violence qui surgit dans un lieu de musique, en pleine ville, à un moment de paix. Dans une société qui est pas habituée à ça et qui voit soudain, en plein Paris, un massacre. Et en vivant ça, comme beaucoup d'entre nous, en vivant ça de loin, ça m'a conduit à reconsidérer le XVIe siècle et les guerres civiles du XVIe siècle, comme justement, qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile ? Ce moment où la violence surgit. Ça ne veut pas dire que le XXIe siècle, c'est le XVIe siècle. C'est juste essayer de voir des points de comparaison et en quoi c'est intéressant. Eh bien, Goffman, par exemple, est très utile pour ça, pour montrer, par exemple, tout le travail que font les terroristes pour avoir l'air normal jusqu'à un certain point, pour être camouflés jusqu'au moment où ils se font soit exploser, soit ils tuent tout le monde. Comment est-ce qu'on réussit à pénétrer dans une ville en ayant l'air normal quand on a une intention mauvaise ? Vous voyez, ça c'est le monde contemporain qui me fait réfléchir comme ça. Et je pourrais vous dire aussi que mon précédent livre sur le massacre de la Saint-Barthélemy comme un massacre de proximité, un massacre commis par des voisins sur leurs voisins, il me vient de la lecture du livre d'Hélène Dumas sur le génocide des Tutsis du Rwanda. On fait toujours, me semble-t-il, de l'histoire avec des questions du présent. Les guerres de religion ont suscité le développement de compétences nouvelles. La capacité à exhiber, dissimuler ou contrefaire son identité et à percer celle des autres. Pour Jérémie Foix, la réflexivité, la maîtrise de ses émotions, la nécessité de porter un masque en public, ont ainsi participé au lent processus de civilisation des mœurs de l'époque moderne. Et à travers cette expérience du mensonge et du secret, chacun a éprouvé le pouvoir et le droit de ne pas tout dire sur soi. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!